What is your name? Reuter Emil. Emil Reuter. You swear to speak without hate nor fear, to say the truth, all the truth, only the truth. Raise the right hand and say, I swear. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure, ainsi Dieu me soit honnête. You must sit down. Yes, Mr. Poe? Monsieur Reuter, vous êtes avocat au barreau de Luxembourg. Oui, Vous êtes président de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. oui, Vous exerciez ces fonctions au moment de l'invasion du Grand-Duché de Luxembourg par les troupes allemandes. oui. Pouvez-vous donner des indications sur le fait que le gouvernement du Reich avait, peu de jours avant l'invasion du Luxembourg, donné au gouvernement grand-ducal des assurances de ses intentions pacifiques? Déjà au mois d'août 1939, le ministre d'Allemagne à Luxembourg a donné au ministre des Affaires étrangères du pays une déclaration au terme de laquelle le Reich allemand, en cas de guerre européenne, respecterait l'indépendance et la neutralité du pays à condition que le Luxembourg ne viole pas sa neutralité. Quelques jours avant l'invasion du mois de mai 1940, les Allemands avaient construit des pontons jusqu'à la moitié de la Moselle qui forme la frontière entre les deux pays. Une explication du ministre d'Allemagne à Luxembourg tendait à représenter cette construction comme des débarcadères dans l'intérêt de la navigation fluviale. Dans l'opinion générale du pays, c'était cependant des installations d'ordre militaire. Pouvez-vous indiquer quelle était la situation des pouvoirs publics au Luxembourg à la suite du départ de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse et de son gouvernement? La continuité de l'administration générale du pays était assurée par une commission gouvernementale, nantie des pouvoirs nécessaires par les autorités constitutionnelles. Carence des pouvoirs, pas carence des pouvoirs. N'est-il pas cependant exact que les Allemands ont prétendu, n'est-il pas exact que les Allemands ont prétendu, à leur arrivée dans ce pays, que le gouvernement avait forfait à sa charge et qu'à la suite du départ du gouvernement, il n'y avait au Luxembourg aucune autorité régulière? Si, cette déclaration a été faite par les ministres du Reich à Luxembourg en présence d'une commission parlementaire. Dois-je bien comprendre que ces affirmations des autorités allemandes ne correspondaient pas à la réalité, puisque vous nous avez dit qu'il existait un organisme d'administration supérieure? Cette déclaration ne correspondait pas à la réalité. Elle visait évidemment à une usurpation du pouvoir. Monsieur Reuter, les Allemands n'ont jamais proclamé par une loi l'annexion du Luxembourg.
est-ce que vous estimez que l'ensemble des mesures qu'ils ont prises dans ce pays équivalait à une annexion? Les mesures prises par les Allemands dans le Grand-Duché équivalaient manifestement à une annexion de fait. Peu de temps après l'invasion, les dirigeants du Reich à Luxembourg ont déclaré dans des discours publics et officiels que l'annexion de droit suivrait à l'époque qui serait choisie librement par le Führer. La preuve de cette annexion de fait se dégage d'une façon claire et nette de toute la série des ordonnances publiées par les Allemands dans le Grand-Duché. Les Allemands ont organisé au Luxembourg une opération qui a été qualifiée de recensement. Dans la formule proposée aux habitants du Luxembourg, pour ce recensement, il y avait une question sur la langue maternelle ou usuelle, et une autre question sur l'appartenance ethnique. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce recensement, étant donné ces deux formules, était considéré comme ayant un caractère plébiscitaire, un caractère politique? D'après les instructions comminatoires publiées par les autorités allemandes à l'occasion de ce recensement, il apparaissait que le but politique était certain. Aussi, l'opinion publique n'a jamais envisagé ce recensement que comme une tentative de réaliser un plébiscite, de camoufler sous forme de recensement une opération politique destinée à donner une apparence de justification à l'annexion envisagée. Le rapport du gouvernement luxembourgeois ne donne pas d'indication sur les résultats statistiques de ce recensement, notamment en ce qui concerne les questions à caractère politique dont j'ai parlé tout à l'heure. Voulez-vous nous dire pour quelles raisons ces indications statistiques ne sont actuellement possibles à trouver dans aucun document? Ces indications statistiques n'ont jamais été repérées d'une façon complète, car après le dénombrement partiel des premiers résultats, les autorités allemandes ont constaté qu'une partie absolument infime de la population avait répondu aux deux questions scabreuses dans le sens allemand. Les autorités allemandes ont alors préféré d'arrêter l'opération et les bulletins formules distribués dans le pays afin de recueillir les réponses n'ont jamais été rassemblés. Est-ce que vous vous souvenez de la date du recensement? Ce recensement doit se placer en 1942. À cette époque, à la suite de ce recensement, les Allemands pouvaient donc constater qu'il n'existait pas de majorité, ni même de partie importante de la population qui désirait entrer dans l'orbe de l'Empire allemand. Cependant, ont-ils bien continué à appliquer leurs mesures d'annexion? Les mesures tendant à la germanisation et ultérieurement à l'annexion du pays ont continué et même ont renchérissé dans la suite par la publication de mesures nouvelles de plus en plus accentuées. Dois-je bien comprendre par conséquent que pendant le cours de ces mesures, les Allemands ne pouvaient ignorer la volonté contraire de la population luxembourgeoise? Il n'y a pas le moindre doute à cet égard.
Pouvez-vous nous indiquer s'il est bien exact que les autorités allemandes ont obligé les membres du corps de la gendarmerie et de la police à prêter un serment d'allégeance au chancelier du Reich? Oui, cette contrainte a été exercée à l'égard du corps de la gendarmerie et des agents de police, avec des menaces très graves et même avec sévices. Les récalcitrants ont été déportés, généralement, si j'ai bonne mémoire, à Sachsenhausen. Et à l'approche des armées russes, les récalcitrants qui se trouvaient dans ce camp ont été en tout ou en partie fusillés au nombre de 150 et au nombre de 150 et au nombre de 150. Pouvez-vous nous donner des indications sur la transplantation? Je crois que le mot allemand est Umsiedlung, d'un certain nombre d'habitants et de familles de votre pays. La est comminée par les autorités allemandes à l'adresse des éléments luxembourgeois qui paraîtraient inassimilables ou indignes et indésirables de résider dans les marches frontières du Reich. Est-ce que vous pouvez indiquer le chiffre approximatif des personnes qui ont été victimes de cette transplantation? Il doit y avoir un nombre de au moins 7000 personnes qui ont été transplantées de cette façon, car on a retrouvé à Luxembourg une liste mentionnant de 2900 à 2800 à 2900 foyers ou familles. Ces indications sont à votre connaissance en raison de vos fonctions de président de la Chambre des députés? Pas précisément, mais la liste a été trouvée à Luxembourg, elle est encore déposée à Luxembourg, et l'Office des criminels de guerre en a pris connaissance, ainsi que toutes les autorités judiciaires luxembourgeoises. Pouvez-vous indiquer comment les personnes... Pouvez-vous indiquer, Monsieur Reuter, comment les personnes transplantées étaient informées de cette mesure les concernant, et quel était le délai qui leur était accordé en général? Les familles destinées à la transplantation n'ont jamais été averties au préalable, du moins jamais officiellement. Vers 6 heures du matin, les agents de la Gestapo sonnaient à la porte et invitaient les prédestinés à se préparer à partir dans 1 ou 2 heures, en emportant un minimum de bagages. Ensuite, ils ont été transférés à la gare et embarqués à destination du camp vers lequel ils ont été d'abord dirigés. Pouvez-vous préciser si ces mesures ont frappé des personnes que vous connaissiez personnellement? Je connais personnellement un très grand nombre de personnes transplantées. Parmi eux, il y a des membres de ma propre famille, il y a un grand nombre de collègues de la Chambre des députés, beaucoup de confrères du barreau, des magistrats en grand nombre, et ainsi de suite. En dehors de ces transplantations, il y avait également des déportations dans les camps de concentration, n'est-ce pas? C'est une question différente. Oui, il y a encore eu des déportations dans les camps de concentration que tout le monde connaît. Le nombre de ces déportations dans le Grand-Duché peut être d'environ 4000. Monsieur Reuter, il est établi par les ordonnances que les autorités allemandes ont prescrit le service militaire obligatoire. Je ne vous poserai pas, par conséquent, de questions sur ce fait. Mais je désirerais vous demander si vous pouvez indiquer à peu près le nombre des sujets luxembourgeois qui ont été enrôlés dans l'armée allemande. Les jeunes gens incorporés de force dans l'armée allemande appartiennent à 5 classes.
à partir de la classe de 1920. Ils sont au nombre d'environ 11 000 à 12 000, au moins. Un certain nombre d'entre eux, que j'évalue à un tiers environ, s'est soustrait à l'enrôlement en devenant réfractaires. D'autres ont déserté dans la suite l'armée allemande et se sont rendus à l'étranger. Est-ce que vous pouvez indiquer le chiffre approximatif de ces luxembourgeois qui sont morts à la guerre par suite de leur enrôlement forcé? À la fin du mois de septembre 1944, nous avions repéré un chiffre de 2500 morts. Les recherches ont continué et à l'heure actuelle, j'estime qu'on a dû retrouver au moins les noms de 3000 morts. Les sanctions prévues pour enrôler ces luxembourgeois étaient-elles des sanctions très sévères? Ces sanctions étaient extrêmement sévères. Tout d'abord, les jeunes gens réfractaires ont été poursuivis et traqués par la police et par la Gestapo. Ensuite, ils ont été traduits devant des tribunaux variés, soit à Luxembourg, soit en France, soit en Belgique, soit en Allemagne. Leurs familles ont été déportées. La fortune de leur famille a été confisquée, en règle générale du moins. Les peines prononcées par les tribunaux à charge de ces jeunes gens étaient encore extrêmement sévères. C'était la peine de mort, généralement, ou bien des peines d'emprisonnement, de travaux forcés, déportation dans les camps de concentration. Quelques-uns ont été graciés dans la suite, mais il y en a même qui ont été fusillés, il y en a même qui ont été fusillés, il y en a même qui ont été fusillés après avoir été graciés, à titre d'otage. Je désirerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que l'ensemble des mesures qui ont constitué l'annexion de fait du Luxembourg ait pu être ignoré par une des personnes qui appartenait au gouvernement du Reich ou au haut commandement militaire? J'estime qu'il est difficilement admissible que cette situation ait été inconnue au gouvernement du Reich et aux hautes autorités militaires. Mon opinion se base sur les faits suivants. D'abord, nos jeunes gens mobilisés de force ont fréquemment protesté au moment de leur arrivée dans l'armée allemande en Allemagne en invoquant leur nationalité luxembourgeoise et la violence dont ils étaient victimes, en sorte que les autorités... A little bit slower. Yes, go on. En sorte que les autorités militaires devaient être au courant de cette situation du Grand-Duché. En second lieu, plusieurs ministres du Reich, entre autres M. Tirac, Rousse et Lai, ont fait des visites au Grand-Duché de Luxembourg et ont pu se convaincre sur place de la situation du pays et de la réaction de la population. Enfin, il y a eu des décrets, des ordonnances allemandes relatives à la dénationalisation de certaines catégories de citoyens luxembourgeois. Les ordonnances portent la signature du ministre du Reich. Les mesures d'exécution à la suite de ces ordonnances ont été publiées dans le Amtsblatt für das Reichsinnenministerium, encore sous la signature du ministre de l'Intérieur, Frick, avec indication que ces instructions étaient à communiquer à toutes les autorités supérieures du Reich. Inhaltlich und nachrichtlich an alle oberen Reichsstellen.